Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'assister à cet atelier. Donc, un atelier sur la présentation du résultat et l'analyse de la performance sous IFRS 17, que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui. Je suis Anne Bonjour et je m'occupe des normes comptables et prudentielles chez BPCE Assurance. Et j'ai la chance de présenter cet atelier avec Pierre Kremer. Bonjour à tous, donc Pierre Kremer, en charge des travaux de veille et des méthodes pour CAA. Bonjour à tous. Et donc cet atelier est issu des travaux du GT IFRS 17 de l'Institut des actuaires, que nous remercions parce qu'ils nous ont aidés à préparer cette présentation. Alors, pourquoi avons-nous choisi ce sujet? Eh bien, parce qu'il nous a semblé qu'il répond à une problématique. Il nous semble que, même si la norme IFRS 17 a été mise en place il y a quelques années maintenant, il nous semble que les acteurs ont encore un peu de mal à expliquer de manière précise le résultat IFRS 17 tel qu'il se dégage des états financiers. Alors, en fait, on s'en est rendu compte notamment en consultant les communications financières des assureurs et banques assureurs, où pour expliquer l'évolution du résultat de la période, eh bien, les références qui sont faites à une évolution du niveau des encours, ce qui est certainement réel, mais c'est vrai que ça nous semble quand même très imprécis. Ou alors, donc là, c'est les deux premiers exemples font référence à ce phénomène. Ou alors, on a aussi trouvé des acteurs qui expliquent l'évolution du résultat par quelque chose d'un peu tautologique. Ils disent le résultat évolue parce que l'amortissement de la CSM évolue. Mais c'est vrai que c'est une explication qui laisse un peu sur sa faim parce qu'elle a un caractère un peu tautologique, comme je le disais. Ou alors, il y a certains acteurs qui essayent d'introduire dans l'explication du résultat des phénomènes qui se sont passés pendant l'année. Notamment, là, il y a un acteur qui fait référence à la valeur des affaires nouvelles engrangées pendant l'année. Et c'est bien évidemment qu'il y a certainement un lien, c'est évident, mais on n'explique pas dans quelle mesure ce lien existe et ça semble quand même assez imprécis. Voilà. C'est le constat sur lequel nous sommes partis. Et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Eh bien parce que les réflexions de l'IASB qui a préparé la norme IFRS 17 posent des problèmes aux utilisateurs et aux producteurs des états financiers. Alors, quel type de problème? Eh bien, premier élément assez troublant, c'est bien évidemment la disparition du chiffre d'affaires qui est quand même vécu, qui a toujours été vécu jusqu'à présent comme un élément majeur du résultat de la période. Autre petite difficulté posée par IFRS 17, c'est le fait que l'impact des événements d'exercice est lissé sur la totalité de la durée de vie des contrats. Lorsque ces contrats sont très longs, par exemple en épargne, eh bien, on a beaucoup de mal à retrouver dans le résultat de la période le résultat de ce qui s'est passé pendant l'année. Ça semble déconnecté, ce qui est un problème pour commenter le résultat. Alors, on n'a plus de chiffre d'affaires. À la place du chiffre d'affaires, on a le revenu d'assurance. Oui, mais le revenu d'assurance, notamment pour les contrats longs, et à nouveau plus particulièrement pour l'épargne, c'est un calcul de choses assez techniques issues des modèles actuariels, et c'est assez difficile de le commenter sans commenter finalement ces méthodologies, ces calculs eux-mêmes
et qui rend une explication très déconnectée à nouveau de ce qui s'est passé pendant l'année et qui pose problème pour commenter le résultat. Et dernier élément, eh bien, c'est que du coup, suite à la mise en œuvre d'IFRS 17, le résultat IFRS est de plus en plus déconnecté du résultat social en normes françaises, ce qui peut générer des inquiétudes et poser un problème de plus pour l'analyse du résultat, c'est devons-nous rapprocher ou expliquer la différence entre le résultat social et le résultat IFRS. C'est intéressant, mais alors là, on va se lancer dans une complexité encore pire que les autres complexités que j'évoquais précédemment. Alors, pour faire le débat, eh bien, Pierre et moi-même avons pensé qu'il serait utile pour comprendre, tout d'abord d'essayer de comprendre la vision qui a fait, enfin, pourquoi on a ça dans les IFRS, dans l'IFRS 17, quelle est la vision, à quoi les IFRS veulent-ils aboutir? Quelle est la vision IFRS de la performance? On va, au cours de cette présentation, plutôt faire un focus sur l'épargne parce que c'est là où on constate qu'il y a les plus grandes difficultés pour expliquer le résultat. Ensuite, nous allons essayer de contourner le problème et étudier la manière dont les événements de l'exercice sont traduits dans le résultat IFRS. Donc prendre le problème par l'autre bout et donc avec certains cas d'école, situations qui se produisent, comment le résultat IFRS les restitue-t-il. Et enfin, on regardera dans les annexes aux états financiers eh bien, quelle est la sensibilité du résultat par rapport justement à des évolutions de variables financières ou autres qui peuvent avoir lieu. Bien, donc on va commencer par la vision IFRS et tout d'abord rappeler comment on fait pour avoir le résultat d'assurance. En fait, pour avoir le résultat d'assurance sous IFRS 17, on procède en 2 temps. Premièrement, on calcule le montant du résultat d'assurance pour toute la période de couverture des contrats. Sur toute la durée de vie des contrats, combien de résultats d'assurance ces contrats vont-ils dégager? Et alors, le résultat d'assurance, on essaie donc de calculer le résultat d'assurance prévu. Le résultat d'assurance lui-même, c'est d'une simplicité biblique, c'est le total des primes, des prestations, des commissions et des frais généraux, avec en épargne, comme on le verra juste après, la marge financière sur la durée des contrats. Donc, on calcule ce résultat d'assurance prévu. Petit point de vocabulaire, le résultat d'assurance prévu, il est séparé en 2 parties. La partie du bas, l'ajustement pour risque ou risk adjustment, qui est une part d'incertitude, la part de l'incertitude dans ce résultat. Et par différence, la partie du haut, la CSM, Contractual Service Margin, qui correspond à une estimation raisonnablement prudente du résultat d'assurance que vont dégager les contrats. Donc une fois qu'on a calculé le résultat d'assurance pour toute la période des contrats, eh bien, on estime le résultat d'assurance de la période, le résultat d'assurance de l'exercice. Eh bien, en fait, comment fait-on? On essaie de savoir, sur ce résultat d'assurance prévu sur la totalité de la durée de vie des contrats, quelle est la part de ce résultat que l'on peut attribuer à l'exercice comptable, à la période. Et donc, on prend un morceau de CSM qu'on appelle l'amortissement de CSM ou l'allocation de la CSM au résultat. On prend un morceau d'ajustement pour risque qu'on appelle le relâchement de l'ajustement pour risque ou l'allocation de l'ajustement pour risque au résultat. Et donc ça, c'est la part pour le résultat comptable du résultat d'assurance prévu.
Et ensuite, on ajoute dans le résultat de la période eh bien, la différence entre ce qui était prévu et ce qui s'est réellement passé au cours de l'exercice, et quelque chose auquel on fait référence sous le terme de écart d'expérience. Voilà, on a mis un petit texte qui résume ce que je viens d'expliquer. Alors maintenant, parlons du résultat d'assurance des contrats que l'on appelle VFA, c'est-à-dire les contrats, par exemple, enfin l'exemple type des contrats VFA, ce sont les contrats épargne, hein, c'est-à-dire qui versent aux assurés une participation sur le rendement d'actifs financiers. Alors, la vision IFRS de ces contrats est particulière. Pour IFRS 17, ces contrats s'analysent en 2 temps. Premièrement, l'assureur reverse aux assurés la totalité du rendement de l'actif. Et deuxièmement, finalement, l'assureur conserve une marge sur le rendement des actifs. Donc, je l'ai séparé ces deux temps parce qu'ils sont comptabilisés de manière différente. Alors, le fait de reverser aux assurés 100% du rendement des actifs, eh bien, cela va générer un résultat financier. Tandis que le fait de conserver une marge sur ce rendement, cette marge, c'est la rémunération de l'activité principale de l'assureur. Ce n'est pas un résultat financier qui serait un peu annexe, c'est le résultat principal, le résultat opérationnel, qui s'appelle le résultat d'assurance. Donc, ça nous donne les particularités du contrat VFA. La totalité du reversement, enfin le reversement de la totalité du rendement financier aux assurés, c'est une charge financière. Eh bien, elle compense les produits financiers qui ont été réalisés, enfin le rendement financier comptabilisé sur les actifs. Ce qui fait que dans un contrat VFA, dans le cadre d'un contrat VFA auquel on adosse les actifs sous-jacents du contrat, eh bien, le résultat financier est nul. Et c'est logique, puisque, comme je l'indiquais précédemment, la marge financière réalisée par l'assureur, c'est sa rémunération, c'est son revenu, c'est inclus dans le revenu d'assurance, et ça fait partie du résultat d'assurance. Donc, à quoi arrivons-nous finalement avec un tel modèle? Donc, nous avons fait apparaître un compte de résultats aux normes françaises et un compte de résultats aux normes IFRS, qui sont le résultat d'un peu le même type de données financières. Donc, on voit dans le résultat français, on est content, on trouve les primes, les prestations, on a des produits des placements, on a une participation au résultat, on a la variation des provisions techniques sur la période, les frais d'acquisition et d'administration, donc les commissions et les frais généraux, et on arrive au résultat technique. Et ce que donne IFRS 17 avec la même configuration, eh bien, c'est un revenu d'assurance qui est composé, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de l'amortissement de la CSM, du relâchement du RA. Et on a aussi l'écart d'expérience qui apparaît là. C'est la différence entre les frais généraux et les commissions attendues, qui étaient prévues, et les frais généraux et commissions réels. C'est donc le fameux écart d'expérience dont je vous parlais tout à l'heure. Et on voit que le résultat financier est nul parce que les produits des placements sont compensés par le résultat d'assurance, par le résultat financier d'assurance, puisque la norme considère que, eh bien, à la charge de l'assureur, on trouve le reversement de la totalité du rendement des actifs sous-jacents.
Et donc là, on peut constater avec cet exemple qu'effectivement, ce résultat IFRS, il est peu parlant en termes de qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année. On voit des notions toutes bizarres, tandis que le résultat French, lui, permettait d'évoquer uniquement des mouvements qui ont eu lieu pendant l'exercice. Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais poursuivre avec quelques cas d'école. Le but est ici de commencer alors là, oui, la page d'après est un peu barbare. De commencer à identifier quelques grands raisonnements qui pourraient nous être collectivement utiles pour l'expliquer nos résultats, que ce soit en externe, si c'est ce que nous souhaitons, selon la précision que l'on souhaite avoir, mais également à l'attention de notre management. Donc de tester, de formuler quelques manières de raisonner pour voir après au niveau de certains cas d'école si finalement ils restent opérants et s'ils nous permettent de mieux expliquer ce qui se passe au travers de nos différents calculs. Alors d'abord quelques éléments quelques éléments de raisonnement que nous vous proposons, autres que les effets volume et que les effets de collègues que nous avons pu voir en ouverture de séance. Alors, un point, je ne commenterai pas en détail la formule, c'est promis. C'est promis. Le sujet du speech, c'est de savoir quels sont les impacts des décisions du management, de ce qui s'est passé en termes d'activité, de ce qui s'est passé en termes de modélisation, en termes de gestion d'actifs, sur le résultat. Et donc, nécessairement, on va chercher à écrire par différence comment va évoluer ce résultat. Donc le résultat, c'est en gros une allocation de CSM au PNL qui va être boostée par un effet over-return, dont nous avons remis les formules ici. Et le constat que l'on fait, c'est que lorsqu'on fonctionne en variation, à la fin, la variation de l'allocation de CSM, elle est égale au profit généré sur la période plus à la variation d'une VIF monde réel, donc une projection des résultats futurs en environnement monde réel, multiplié par quelque chose qui ressemble à l'inverse de la duration des engagements. Et ça, c'est hyper important et on va y revenir. Le résultat n'est pas direct, l'évolution du résultat n'est pas directement adossée à l'évolution d'une projection en environnement risque neutre. Et c'est tout ce qu'il y avait sur ce slide barbare. Donc là, on peut passer également. Merci Anne. Donc un premier raisonnement. Vous allez avoir ici 2 slides. Le premier qui est dédié à la CSM, puisque c'est l'un de nos indicateurs phares. Nous allons avoir besoin à chaque période, à chaque arrêté d'expliquer comment évoluer la CSM avec des mots un peu simples, avec des mots qui soient compréhensibles tout simplement pour tout un chacun. Puis nous verrons après la question du PNL qui est également à expliquer. Pour ce qui est de la CSM, nous avons identifié finalement 2 grandes questions. La première question, c'est de savoir si les richesses qui sont adossées aux engagements d'assurance ont bougé. Est-ce que finalement j'ai plus de PPE, plus de plus-value latente? Est-ce que mon niveau d'encours a bougé? Notamment si j'ai plus de collègues, j'aurai nécessairement plus de richesses à distribuer. Et donc ça va avoir un impact en BE et en CSM parce que toutes les richesses vont être mécaniquement redistribuées à la fois vers l'assureur pour la CSM et vers les assurés pour le BE. Autre question, et là le point est assez important, c'est la question du passage d'un poste de richesse à un autre, puisque selon que les richesses soient intégrées à de la PPE ou directement placées, adossées aux encours, eh bien leur capacité à dégager du profit futur ne sera pas la même. Je donne un exemple. Si nous avons 100 d'encours en plus, nous aurons peut-être 10 de résultats futurs en plus et 90 de prestations en plus. Alors que si nous avons 100 de PPE en plus, du fait de la capacité de la PPE à éponger des pertes futures, du fait d'une relative souplesse qui lui est propre, eh bien nous aurons peut-être 30 de résultats en plus et seulement 70 d'engagement. Donc lorsque l'on va passer les richesses d'un poste à un autre, il y aura des impacts qui peuvent être matériels. On peut passer à... Et lorsqu'on passe après au sujet à la question du PNL, nous avons nos 3 composantes qui sont,
On l'a vu dans ce qu'a présenté Anne, l'allocation de la CSM, l'allocation de l'ajustement pour risque et puis les écarts d'expérience. Donc, je vais m'accrocher à la formule qu'on a vue tout à l'heure. Hein. L'allocation de CSM, du moins les variations dans l'allocation de CSM, vont bouger non pas en fonction directement de la CSM ou d'un environnement stochastique risque neutre, mais en fonction de la projection de nos engagements en environnement monde réel. Donc un environnement qui présente notamment peu d'influence du coût des options et garanties et qui va intégrer également la prime de risque propre à nos rendements financiers. D'où un impact assez fort, plus fort que dans nos outils risque neutre, des sujets de mouvement de spread ou des sujets de rentabilité sur actifs diversifiés. Mais également, autre impact, l'effet, on a vu l'inverse de la duration, une forme d'inverse de duration, si on reprend une certaine formule de la duration, qui nous permet de conclure finalement que modifier l'échéancier de primes futures, modifier nos niveaux de sortie, c'est-à-dire avoir des engagements plus lointains, va également impacter le niveau de résultat. On va avoir également les deux autres grands postes de produits et charges avec l'allocation de l'ajustement pour risque perçu à l'ouverture, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que si l'ajustement pour risque évolue en cours d'année, comme nous allouons en général au PNL la vision d'ouverture, il n'y aura pas d'impact. Et enfin, les fameux écarts d'expérience qui vont bouger si nous avons modifié notre manière de modéliser les dépenses. Enfin, N-1, ce sont les flux attendus, ou si nous avons constaté des dépenses supérieures à ce qui était attendu au cours de l'exercice. Donc on va passer maintenant au petit cas. Ah oui, alors, je n'irai pas dans le détail des chiffres. Il a fallu pour nos analyses quelques clés de répartition. L'idée est simple. C'est-à-dire qu'on s'est dit que les encours donnaient lieu à 10% de résultats futurs. On sait que la projection en nos outils, c'est une redistribution des richesses initiales entre l'assureur et les assurés. Les hypothèses desquelles nous sommes partis sont celles-ci, c'est-à-dire que pour les encours, il y a 10% de monétisation, au sens où 100 d'encours donne lieu à 10 de résultats futurs, à 90 de prestations et de frais. La monétisation n'est pas la même pour la PPE, qui donne lieu à 30% de résultats futurs, les plus-values latentes actions à 20%, les plus-values latentes obligataires à 15%. La monétisation étant par ailleurs de la PPE et des plus-values latentes actions étant plus faible en environnement monde réel parce qu'il n'y a pas de coût des options et garanties à compenser. Donc le 15% vient simplement du calcul du min de PB. On peut récupérer 15% des richesses. Le chiffre nous a semblé être le plus robuste. Et enfin, un taux d'allocation de la CSM au PNL fixé initialement à 10%, de manière arbitraire. Ces paramètres peuvent évoluer d'une clôture à l'autre. L'idée était plus d'avoir des choses un peu tangibles à vous présenter, à partir desquelles nous puissions raisonner. Je vais passer maintenant aux quelques exemples. Donc les exemples fonctionneront toujours avec le même schéma. Nous attachons à la question de la CSM. La CSM, elle va bouger en fonction des richesses adossées aux encours, du BE, de l'ajustement pour risque. On fait A moins B moins C en épargne. Ça nous donne en gros la variation de CSM. Lorsque nous nous attachons au PNL, on va oublier la question de la CSM, on raisonne en variation. L'amortissement de CSM va bouger en fonction du profit dégagé au cours de l'exercice et de la VIF monde réel. Donc c'est encore notre fameuse formule de tout à l'heure. Et puis de cette inverse de la duration des engagements que nous avons noté ici B, à savoir les encours sur la valeur actuelle nette des encours projetés. On a le relâchement du RA, c'est le relâchement de l'ajustement pour X perçu à l'ouverture. Ça ne bougera pas vraiment parce qu'on s'attache à ce qui s'est passé à l'ouverture. Et enfin, les écarts d'expérience. À côté de ça, nous aurons toujours les variations de PNL en environnement monde réel, en environnement French Gap, l'idée étant de pouvoir comparer les deux environnements. Donc là, on va faire quelques exemples.
Donc, dans le cas d'une hausse des taux, nous avons une création de valeur. Les actifs obligataires ont pris... Pardon, hausse des taux, les actifs obligataires ont perdu de la valeur. Ici, nous considérons que nous perdons 100 de valeur obligataire. Cette perte de valeur se répartit entre le BE, le RA et la CSM, ce qui est toujours le schéma à considérer. Ici, le BE diminue plus que le BE augmente plus que les richesses ne diminuent, ce qui donne lieu par différence à une augmentation de la CSM de 5. Nous avons par ailleurs, donc l'augmentation est légèrement plus forte au niveau du monde réel parce qu'il s'agit d'un changement dans les hypothèses financières. On a des spreads qui sont plus élevés. Et donc l'effet des mouvements de taux, l'effet des mouvements sur indice diversifié va être plus important. Et donc la hausse des profits futurs va être plus forte. Tandis que pour ce qui est de la question des encours sur la vanne des encours, du fait d'une actualisation plus forte, les taux sont plus élevés, le taux d'allocation va plutôt augmenter, ce qui nous amène à un impact PNL relativement faible, mais néanmoins positif, tandis qu'au niveau du French Gap, nous aurons une baisse des valeurs obligataires UC, donc une baisse des chargements qui leur sont adossés, d'où plutôt une diminution du résultat. Donc un premier exemple où les phénomènes sont complètement différents entre les deux référentiels. Alors, une mise à jour des lois de rachat structurel, ce qui est un cas très courant, mais l'idée était ici plus finalement de capter la plupart de nos améliorations de modèles. Il faut avoir en tête que lorsque nous ne modifions pas l'actif initial, donc la partie orange, tout ce qu'on fait, c'est réallouer les richesses entre assureurs et assurés. Avec des lois de rachat, des lois de sortie, avec des algorithmes de revalorisation, avec tous nos outils actuariels. Nous sommes ici partis d'une hausse des rachats qui donne lieu à une perte de marge future, tout simplement, puisque des gens qui partent, c'est un manque à gagner pour l'assureur. Donc, une perte de revenus futurs évaluée ici à 11. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que du fait de ces sorties supplémentaires, la duration des engagements va diminuer et donc le taux d'allocation va augmenter, ce qui peut nous amener parfois, bien souvent, à un impact PNL très faible, notamment dans le cas d'une modélisation des rachats structurels. Aucun impact en French Gap, évidemment, il n'y a pas de loi de rachat structurel en French Gap. On peut le passer. Donc un sujet maintenant de monétisation, parce que nous avons parlé de ces impacts expliqués par le mouvement de l'actif. Et puis nous avons aussi parlé de ce sujet de la répartition des richesses entre les postes que sont les plus-values latentes, la PPE, les encours, le reste des encours. Eh bien, prenons un exemple simple avec la reprise d'une PPE pour atteindre un taux de revalorisation fixé par le management. Le montant repris est de 100. On n'a pas de modification de l'actif puisqu'on a un poste en cours, on a un poste PPE, on a pris de la PPE, on a mis aux encours, le total ne change pas. En revanche, la PPE donnait lieu à des résultats, 100 de PPE donnait lieu à des résultats futurs à hauteur de 30. On n'a pas d'une modélisation risque neutre qui est de 30%. Tandis que les encours donnent plutôt lieu à des résultats futurs à hauteur de 10%. Lorsqu'on a 100 d'encours, en gros, on a 90 de dépenses et de prestations et 10 de résultats. Donc on se retrouve avec un écart de marge future qui passe de 30% à 10% sur cette assiette de 100, d'où un impact CSM de moins 20. Donc, ce sujet est assez important, mais néanmoins complexe à expliquer au management, mais nous pensons qu'il est intéressant de vous en parler. Donc, il y a ces sujets dans le mouvement de richesse, mais il y a aussi ces sujets dans leur allocation, dans leur capacité à se monétiser d'un poste à un autre. Et donc, l'impact est plus faible après en environnement monde réel. Ça, c'est intéressant. On s'attache au monde réel pour le PNL. Tout simplement parce que la monétisation de la PPE n'était pas à 30 mais à 15%.
Et donc l'écart n'est plus entre 30 et 10, mais entre 15 et 10. Et donc l'impact était plutôt de 5 au lieu de 20. Et en appliquant un taux de 10%, on se retrouve avec un mouvement de PNL relativement faible. Mouvement par ailleurs nul en environnement French Gap, puisque nous prenons dans une provision et que nous dotons à une autre provision. Nous prenons 100 en PPE, nous mettons 100 en encours. Ah, oui. Je pense qu'on pourra prendre... Ce sera peut-être mon dernier exemple. Il y avait d'autres exemples après sur la réalisation de plus-value, mais j'en parlerai très rapidement. Une autre question de monétisation, un peu du même genre. Ici, nous avons choisi d'atteindre un taux de revalorisation des engagements cibles, sauf que l'idée de récupérer 100 de production financière en résultat et de remplacer ces 100 par de la PPE. C'est-à-dire que la revalorisation octroyée aux assurés ne change pas. Nous récupérons en revanche 100 de richesse, nous reprenons 100 de PPE, nous atteignons le taux de revalorisation cible avec ça, en vérifiant par ailleurs que nous respectons dans tous les cas les contraintes en termes de PB minimal, réglementaire et contractuel. Le gain en French Gap, il est assez commode et c'était clairement un point identifié par le passé. Nous avons une reprise de PPE de 100, donc une reprise de provision, un bénéfice supplémentaire de 100, lié finalement à la récupération de la production financière du même montant. Sur la partie IFRS 17, eh bien, on se retrouve avec la perte de cette monétisation de la PPE, puisqu'elle a été reprise. On a perdu 100 de PPE, on a perdu les 30 de résultats qui lui étaient adossés. Et à la place, eh bien, on a un mouvement de la partie profit qui alimente directement la CSM. C'est-à-dire que la CSM, d'une année sur l'autre, elle s'alimente du profit dégagé sur la période. Et ce profit, il a augmenté de 100. Donc on fait la soustraction, 100 moins les 30 qui ont été perdus, ce qui nous amène à un impact de 70. C'est toujours ce sujet de passage, de transfert de richesse d'un poste à un autre. Et lorsqu'on passe en vision PNL, la logique est exactement la même, avec toujours le taux de monétisation différent en monde réel, qui est de 15%, ce qui nous amène à un impact non plus de 70, mais de 85 sur la première ligne, puis avec le taux d'allocation de 10% à 8,5. Autrement dit, le levier qui existait hier, pour appeler un chat, n'existe absolument plus aujourd'hui. En tout cas, il marche beaucoup, beaucoup moins bien. Il fait brûler beaucoup plus de richesses. Et ce que nous n'aurons pas le temps de présenter juste après, mais que je vais mentionner, c'est le fait que la réalisation de plus-value latente action, qui fonctionnait très bien pour dégager du résultat, ne fonctionne plus aujourd'hui, puisque nous réalisons 100, mais ces 100 sont redistribués d'une part par le biais du mécanisme de PB, et d'autre part, finalement réalloués à la CSM qui ne passe en PNL qu'à hauteur de 10%. Donc l'effet est extrêmement atténué. Alors que dans le cas d'une vente d'obligations, la réserve de capi n'étant généralement pas reconnue en IFRS 17 pour ce qui est des contrats, des garanties en épargne, finalement, affecter 100 à la réserve de capi revient à augmenter le profit de 100. Et donc l'impact est plus fort en PNL, plus favorable qu'en cas de vente d'actions, ce qui est un peu dérangeant dans le cadre d'une gestion d'engagement à long terme. Donc voilà, je pense qu'on peut passer au Sancy. Voilà. Donc l'idée était simplement de vous donner comme ça quelques manières dont nous souhaitions prendre la problématique de manière assez high level, sans entrer dans trop d'aspects techniques. Il y avait de la technicité, mais pas de vocabulaire trop barbare, pour vous montrer un peu comment nous raisonnions dans notre vie de tous les jours pour intuiter ces mouvements de résultats et poser des questions critiques dans le cadre de présentation d'impact PNL, et également en présence notamment des équipes de contrôle de gestion. Apprendre avec du recul, puisque tous ces paramètres évoluent d'une clôture à l'autre, mais également compte tenu des écarts que nous avons d'un acteur à l'autre en termes de mouvement, en termes de sensibilité. C'est pour cette raison que nous avons repris ce que vous avez sous les yeux, donc les différentes sensi qui sont publiques et qui viennent de la communication financière de chacun, qui affichent donc des impacts
assez variables d'une entité à l'autre, des impacts qui peuvent varier en fonction de nos modèles, en fonction de nos paramétrages, en fonction de nos couvertures financières, en fonction de la structure de l'actif, et qui vont faire finalement qu'il faut toujours savoir garder suffisamment de recul sur ce que nous pouvons avoir sous les yeux lorsque nous regardons, inspectons les messages diffusés par chacun. Oui, donc il n'y a pas de CSM complété pour certains acteurs, tout simplement parce que ce n'est pas communiqué, tandis qu'ils vont plutôt privilégier d'autres métriques que nous avons, notamment là, avec les variations, les impacts résultats nets, et parfois même les impacts fonds propres. Voilà, j'ai été un tout petit peu long. Je pense qu'on peut passer aux questions. J'espère qu'on n'a pas été trop indigeste. Le sujet est assez technique. Merci. Je disais merci beaucoup, très complet, très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'exemple on parlait d'une reprise de PPE et du fait que ça revenait globalement à, moi je vois ça comme ça, à partager une richesse. Et le fait qu'on la partage, de fait, d'un point de vue purement IFRS, on est perdant. Mais je peine à voir le cas où vous évoquiez un arbitrage, si j'ose dire, avec la production financière. Alors ce n'est pas ce slide-là. Je propose d'aller un peu plus loin. Parce que justement, j'ai en tête, et ça a été dit par la suite, alors on ne l'a pas vu illustré, mais je l'ai en tête, c'est que on oublie la poche obligataire, la poche diversifiée, elle est en valeur de marché à cause d'IFRS 9, schématiquement. Et de fait, s'il y a une hausse des marchés, c'est un gain, et ce gain, il est redistribué, il est retranscrit, retransmis dans le BE, dans le passif. Le fait de réaliser une plus-value ne va rien changer. On est d'accord. Et de fait, je ne vois pas trop l'arbitrage qu'on évoque ici entre piloter la ProdFi et ou prendre de la PPE. C'est que dans le cas de la PPE, de mon point de vue, la PPE n'est pas forcément adossée à nos engagements contractuels. Mmh. Donc, dans ce que l'on va appeler les éléments sous-jacents, donc dans la richesse qui est affectée à nos contrats d'assurance, on n'aura pas l'assiette d'actifs qui est apposée à la PPE, mais on aura le solde de PPE. Et ce solde-là, eh bien, il va varier à hauteur de 100. Et d'où la perte de monétisation. Et en contrepartie, on va avoir éventuellement un mouvement de l'actif selon ce qu'on en fait, c'est-à-dire qu'on doit aux encours ou que l'on reprenne de la ProdFi. Est-ce que j'ai été clair? Je pense que c'est plus clair, oui. Merci. Le temps qu'on ait une autre question, je vais faire passer un message qui m'a été demandé tout à l'heure. On a en fin de support un flashcode, en principe, qui permet de nous donner des notes. Voilà. Donc voilà, nous sommes jugés, mais c'est pas plus mal. Voilà, vous pouvez nous noter, nous dire si on a été bon, ça nous fera grandir, c'est très bien. Il n'y aura pas de vengeance derrière, mais si c'est pas terrible, il faut le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, merci à tous. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un retour, par exemple, Je pense que nos réponses ne seront pas forcément les mêmes. Je démarre. Je te passe de ma lucarne. J'ai le sentiment qu'au niveau des analystes, au niveau de la Comfi, aujourd'hui, on répond plus aux besoins avec du chiffre d'affaires, avec une valeur des affaires nouvelles, avec un taux de couverture, avec un niveau de CSM, un taux de renouvellement de la CSM. Donc quelques KPIs qui aujourd'hui donnent l'impression de répondre peu ou prou aux besoins. En revanche, là où on va être, je pense, de plus en plus sollicité à l'avenir, il y a eu une forme de tolérance sur les dernières années, mais il va falloir
enfin, je pense qu'il faut être vigilant à cet égard, c'est le lien avec le business. C'est qu'on a un management, on a des dirigeants qui rendent des comptes au marché, qui rendent des comptes à d'autres actionnaires. Et donc, ils doivent démontrer, chiffres à l'appui, l'efficacité de leurs décisions, l'efficacité du déploiement de leur stratégie, l'efficacité de ce qui a été convenu devant un conseil d'administration. Et pour ça, il y a le résultat, il y a l'explication du résultat. Et quand ça ne va pas dans le bon sens, il faut se battre pour l'expliquer. Et c'est ça, je pense, qu'il faut qu'on travaille. Et ça ne passera pas nécessairement par un enseignement vis-à-vis des instances dirigeantes de ce que c'est qu'un run stochastique. Ce n'est pas leur job. Voilà, donc c'était la vulgarisation, je pense, très importante. Eh bien, de mon expérience à moi, c'est qu'on est encore en phase de recherche d'indicateurs. Parce qu'on voit les effets, on voit les effets de ce qu'on fait, peut-être pas les effets effectivement des actions. Aussi, quand on a une forte collecte, quand même, on arrive à dire, à faire le lien, pas en Comfy, mais vis-à-vis du management, ce qui se passe au niveau des états financiers. Mais quand même, on continue d'être en recherche d'indicateurs. Notre veille est encore active là-dessus. Et puis sur le top management, eh bien, on a quand même un top management qui prend des engagements forts en termes de chiffre d'affaires. Mais voilà, bien évidemment que vis-à-vis du groupe, puisque moi je travaille pour un banque assureur, donc vis-à-vis du groupe, eh bien, voilà, on a une problématique, c'est que le groupe attend du résultat. On annonce un résultat à l'avance et puis après, voilà, c'est quand même compliqué de ne pas s'y coller. Problème, c'est également très compliqué de s'y coller. Donc, situation difficile pour laquelle on n'a pas encore trouvé la recette magique, mais on est encore en train de chercher.